Alors peut-être un petit propos, alors non pas de clôture parce que ce serait présomptueux de ma part, mais un petit propos qui permettrait de faire ce que moi je retiens en tout cas de ce parcours de la journée. Attention, c'est moi qui le dis, donc c'est mon avis, il vaut ce qu'il vaut, vous en faites ce que vous voulez. Ça vous fera peut-être raisonner, ça sera à vous de le voir. D'abord, pour moi, il y a un parallèle très fort dans tout ce qu'on a vécu entre les deux étapes de la journée. Il y a un parallèle très fort entre ce qu'on vit en tant que centre socioculturel ou structure, entité politique, regroupement de professionnels avec des administrateurs, et ce que vivent les habitants. Il y a un parallèle très fort à faire. Le parallèle, je le poserai dans ces termes suivants. Souvent, on pense à la place des gens. Bon, pas en Pays de la Loire, hein, ailleurs. Dans la Vienne, on pense à la place des gens. Alors qu'on ne supporte pas un instant que les institutions pensent à notre place. Et pour autant, régulièrement, les institutions, dans la Vienne, surtout la cave de la Vienne, hein, vous aurez bien remarqué, pensent à la place de nous. Ça, c'est une première chose sur laquelle on est peut-être en difficulté. Ensuite, souvent, on ne sait pas entendre les personnes, voire on ne sait pas comment se faire entendre auprès des institutions. On a peut-être cette difficulté à entendre les personnes, à les écouter. Alors, il y avait l'exemple assez frappant tout à l'heure, hein, les personnes qui viennent pour critiquer, jusqu'à où on est prêt, jusqu'à où on est vraiment armé pour tout cela. Résultat, on a du mal peut-être à entendre les personnes, les habitants, la Vienne toujours un panneau, et puis les institutions, pareil, peut-être qu'elles ne nous entendent pas, y compris même quelquefois sur des sujets particulièrement clivants. Est-ce que c'est parce que les institutions ne sont pas prêtes à accueillir nos sujets clivants, nos sujets de tension, les sujets de société qui sont bousculants, mais peut-être que nous sommes quelquefois pas non plus prêts à accueillir, peut-être parce qu'on se sent désarmé, peut-être parce qu'on ne se sent pas formé, parce qu'on attendrait de nous une forme de réponse qu'on n'a pas. Il y a quelque chose là où, à la finale, on finit par ne plus s'entendre ou ne pas se faire entendre. Ensuite, comment on articule, et ça nous paraît quelque chose d'assez important, comment on articule, on l'a vu cet après-midi, nos enjeux individuels de professionnels, d'administrateurs, aussi bons soient-ils, nos enjeux, notre vision, avec les enjeux de nos institutions, de nos boutiques, nos centres socioculturels, et au milieu de tout ça, les enjeux des habitants. Et que quelque part, là, il y a un peu de confrontation, un peu de tension, qui nécessiterait peut-être de se poser, ne serait-ce qu'en interne d'une boutique, déjà, et on avait 2-3 exemples dans la salle, mais j'en ai entendu plusieurs dans la journée, on est quelquefois sur des enjeux très différents, ne serait-ce que dans une équipe. Peut-être qu'il faut être tranquille sur cela et se poser sur ces enjeux ensemble. Si on se pose ensemble sur ces enjeux, ça nous permettra peut-être d'éviter de ne pas faire injonction sur nos propres, sur les habitants, auprès des habitants, sur les enjeux qu'on aurait, ou de faire injonction auprès des institutions. On veut que les habitants soient des citoyens, on veut qu'ils s'engagent. Yann Le Bossier dirait, on est qui pour le vouloir, mais il le dira peut-être lui-même. Et là, on va revenir sur la logique du DPA. Comment on accepte que les gens, c'est un parallèle aussi à faire avec les institutions, que les gens sont là où ils sont, et cela sans ambition que nous pensons pour eux. Leurs ambitions, ce sont les leurs, c'est leurs affaires, tout comme à l'occasion, on pourrait dire, les ambitions d'un centre socio-culturel, elles ne sont pas décrétées par une institution ou par un tiers. On a peut-être besoin de redonner à chacun son pouvoir à cet endroit-là. Vous voyez un peu le parallèle qu'on peut faire? Et face à cela, moi ce que j'aurais presque envie de me dire à la conclusion d'une soirée comme celle-ci, d'une journée, c'est soyons tranquilles mais affirmatifs. Quelqu'un disait quelque chose de cet ordre-là un peu ce matin. Soyons tranquilles mais affirmatifs sur notre ambition, notre vision politique pour la transformation de la société. Mais encore faut-il qu'on ait pris le temps de la poser. En gros, si je suis centre social, attention, il n'y a pas une vision, une ambition meilleure qu'une autre, mais est-ce que je suis très au clair, y compris quelquefois avec des deltas entre ce qui est marqué dans ma fiche de poste, ce qui est marqué dans le projet social, ce que j'opère au quotidien. Peut-être qu'on a besoin de se poser, c'est quoi notre vision et notre ambition politique de notre boutique centre socio-culturel. Et à partir du moment où on est peut-être un peu plus au clair à cet endroit-là, sachant que la société les bouscule régulièrement, à partir du moment où on est peut-être un peu plus au clair sur cela, et ben ça nous permet peut-être d'être beaucoup plus sereinement aux côtés des habitants et dans leur respect de leurs propres ambitions, leurs propres visions. Voilà la conclusion que moi, je ferai tout seul. Bravo. Merci. Merci. Désolé. Alors, sur cette lecture,
Je vais inviter... Alors, Yann est intervenu en solo cet après-midi, Amandine ce matin. Amandine, c'est pas mal non plus. Adeline, l'invitation que je pourrais leur faire, c'est qu'en quelques petites minutes, ils puissent ressortir un peu ce qu'ils retirent, alors pas pour nous, mais pour eux, de cet échange en ce qui concerne notre vie, notre action, nos centres socioculturels. Ce qu'ils retirent des échanges à la fois du matin et de l'après-midi, non pas pour nous, mais pour eux, mais en ce qui concerne nos structures et nos fonctionnements, et peut-être nos avenirs. Ça vous va comme ça ? Puisque c'est Adeline... Ah, on va être dans la merde. Peut-être que PDL veut commencer. Adeline ? Ben ouais, je peux essayer. Merci. Moi, ce qui me frappe, parce que ça résonne avec les questions que je me pose, c'est le comment on se positionne et comment agir en tant qu'acteur et actrice là où on est, pour essayer de faire ce à quoi on croit, et de la façon la plus éthique et la plus efficace possible, en sachant qu'éthique et efficacité ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Enfin, en fait, la question de l'efficacité, c'est la question de au regard de quoi. Au regard de quoi est-ce qu'on a envie d'être efficace, et du coup, si on met l'éthique dedans, ça répond en partie à la question. Mais moi, le débat sur la consommation en début d'après-midi, je l'ai trouvé super intéressant parce que c'est une vraie question. Dans ma tête, je fais le lien avec les débats qu'il peut y avoir dans le syndicalisme, sur le syndicalisme qu'on appelle de service, c'est-à-dire un syndicalisme qui est là pour rendre service aux syndiqués et aux non-syndiqués, et qui serait, qui n'irait pas à la lutte et à la transformation sociale parce qu'il se contenterait de négocier et de trouver des solutions individuelles pour les personnes. Et comme souvent, une partie de la solution, je pense, consiste à ne pas opposer les trucs, mais à trouver un lien entre les pôles. Et comment est-ce que... moi, je pense que c'est légitime, quand un salarié est en difficulté, qu'il ait besoin d'une aide de la part du syndicat. En revanche, le syndicat, en effet, ne peut pas être juste, enfin, de mon point de vue, un lieu qui rend service et qui aide les salariés, parce que ça a vocation à être un collectif qui va ensemble essayer d'améliorer les situations, etc. Mais on y entre souvent parce qu'on a besoin d'aide. Et donc comment est-ce qu'à partir de ce besoin d'aide, on crée du collectif pour pouvoir ensemble agir à un autre niveau et agir en allant plus loin que régler les situations ponctuelles et individuelles qui sont souvent graves et qu'il faut régler par ailleurs. Et là, je me dis c'est pareil, c'est-à-dire que, et ça a été dit, c'est légitime d'avoir envie de faire du loisir et sans trop se prendre la tête. Et tant mieux si les centres sociaux sont des lieux aussi pour faire ça, mais comment est-ce qu'on favorise le lien, et il s'agit de favoriser, c'est-à-dire de donner envie, et on est sur la question de la participation de ce matin, c'est-à-dire on ne peut pas forcer les gens à avoir envie, par contre c'est toute une question de comment on favorise le truc, et on essaie de donner envie aux gens, au-delà de venir à leur atelier, de rester un petit peu, de discuter avec d'autres personnes d'autres ateliers, de venir à des temps collectifs. Ce temps-là qui est là, j'espère je le trouve super intéressant, j'espère qu'il vous intéresse aussi, mais je pense qu'il intéresserait beaucoup des gens de centre social. Donc comment est-ce que des gens qui viennent juste à un atelier pourraient participer à des temps comme ça qui les font grandir aussi et réfléchir collectivement. Et donc je pense que toute la posture, c'est d'essayer de favoriser cette envie d'aller plus loin, notamment dans le collectif et dans l'action. Mais du coup, ça pose la question, favoriser cette envie chez les autres. On est toujours sur ce paradoxe de vouloir des choses chez les autres. Et on en revient à l'éducation populaire qui veut éduquer à la base, éduquer les autres. Et vraiment, comment est-ce qu'on se force, et c'est pas facile, comment on se force à se dire l'éducation populaire, c'est pas l'éducation des autres, c'est la nôtre, ensemble, parce qu'on n'a pas la solution, nous non plus. Et donc on a besoin ensemble de se libérer ensemble et on va travailler ensemble. Et c'est vraiment une lutte permanente contre nous-mêmes, je pense, enfin en tout cas moi contre moi-même, pour se dire comment est-ce qu'on essaie de créer ça. Et du coup, ça pose vraiment la question de notre propre engagement. Et notamment quand vous êtes à des positions de pouvoir sur les centres sociaux, de fait, soit dans les conseils d'administration, soit en tant que salarié, c'est des lieux de pouvoir. Comment est-ce que vous êtes engagé, et vous l'êtes, hein, mais c'est pas pour dire que vous ne l'êtes pas, mais comment est-ce qu'on vous vous engagez en tant que ce que vous êtes là où vous êtes? Et ça, c'est aussi un principe de syndicalisme, c'est on s'engage à partir de ce qu'on est là où on est.
Et non pas, c'est aux autres de s'engager parce que, enfin voilà, c'est aussi aux autres et à tout un chacun de s'engager, mais nous, et du coup, voilà, comment est-ce que... Et c'est vrai que par rapport aux questions de ce matin sur bah, c'est risqué de s'engager, c'est risqué d'engager le centre social, oui, c'est risqué. La vie, c'est risqué, en fait. Et en fait, ne pas prendre ces risques ne les évite pas. Et c'est légitime d'avoir peur, parce qu'il y a des raisons d'avoir peur. Et pour autant, ne pas affronter cette peur-là ne fait pas disparaître ses causes. Et au contraire, on a eu le témoignage tout à l'heure, un centre social qui va perdre 8 salariés. Voilà, donc voilà, la CAF à Paris, moi j'ai appris hier que la CAF de Paris fermait ses centres sociaux. Plan social, et les salariés, ciao. Ils sont transformés en EVS, il n'y aura plus de lieu, il n'y aura plus de salariés. Donc en fait, et là, le PLF pour 2025, le plan social dans l'associatif, il va être fort. Donc en fait, et il va passer sous les radars parce que c'est que des petites assos, enfin voilà, on connaît, ça a déjà eu lieu plusieurs fois. Donc il ne s'agit pas d'être catastrophiste, etc., mais la situation, elle n'est pas rose. Et donc c'est légitime d'avoir peur, c'est légitime d'avoir peur d'engager sa structure, mais je pense que c'est une responsabilité collective pas facile de trouver les moyens de réussir à s'engager, parce que sinon, comment demander aux gens de s'engager eux ? Si nous, on n'arrive pas, depuis où on est, depuis qui on est, à la place où on est, de s'engager. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Et c'est pas facile, parce que notamment pour les salariés, ils sont pas là pour être engagés. Généralement, ils sont engagés, parce que sinon, ils vont faire autre chose, ils vont gagner plus d'argent dans d'autres boulots. Mais pour autant, un employeur n'a pas le droit d'attendre de son salarié qu'il soit engagé. Un salarié a le droit d'être fatigué, a le droit d'avoir envie de finir à son heure de fin de travail. Donc c'est compliqué. Mais, enfin voilà. Donc ça pose toute la question de la professionnalisation, de l'institutionnalisation des structures, du rôle des structures, du rôle politique au sens de rôle dans la société. Et avoir un rôle dans la société, bah, c'est un rôle politique, je pense. Et de comment on se fait alliance avec les publics, en sachant qu'on ne s'autoproclame pas alliés. Vouloir le bien des gens ne fait pas de nous des alliés, et les gens nous considéreront comme des alliés si on le mérite d'une certaine façon. Et du coup, c'est peut-être se poser la question de ce qui nous sépare en tant que CA. Enfin, il y a différents groupes sociaux dans les centres sociaux, il y a les CA, il y a les salariés, il y a différents types d'usagers et usagères. Qu'est-ce qui sépare ces groupes-là, ou qu'est-ce qui fait que ça fait alliance et que ça fait collectif ? Et c'est vrai que la consommation, potentiellement, ça peut séparer. Parce que il y a des gens qui animent et il y a des gens qui consomment. Donc ça sépare. Donc comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte que ça fasse collectif et que plutôt que de séparer des castes, eh ben, ça crée un sentiment d'alliance qui va agir ensemble. On parlait tout à l'heure de la place du merci dans les interactions. Et moi, il y a une phrase qui m'avait marquée, c'est qu'il ne faut pas dire merci aux gens. Parce que si on dit merci, ça veut dire qu'ils nous rendent service. Et ça m'avait frappé, c'est un peu extrême bien sûr, mais par exemple si à la fin d'une activité, des gens rangent des chaises et puis on leur dit merci d'avoir rangé les chaises, en fait ça veut dire qu'ils l'ont fait pour me rendre service. Sauf que non, on était là en activité ensemble, ils ont fait ranger les chaises parce qu'on a fait une activité ensemble. Donc il ne s'agit pas de leur dire merci, ou alors ils me disent merci à moi aussi. Enfin, voilà, donc c'est comment on se positionne. Et Yann à l'inverse me disait, si les gens nous disent merci, c'est qu'on s'est planté. Et je trouve ça intéressant aussi, c'est-à-dire si nous disent merci, ça veut dire qu'on n'a pas été dans l'entraide, mais qu'on a été dans un rapport de travail social. Et je trouve que cette place du merci, elle est intéressante. Tout ça, c'est un peu extrême, évidemment, mais ça, au niveau du symbole, de qu'est-ce que ça veut dire en termes de posture. Donc de comment on se positionne, et de comment on se positionne dans la démocratie aujourd'hui comme acteur démocratique dans la société qui a grand besoin d'acteurs démocratiques et qui a besoin que tout le monde y aille dans une période où le pouvoir a plutôt tendance à vouloir empêcher l'engagement démocratique. Bon, voilà. Merci. Je suis désolée, c'est mes marottes, hein, je répète. Merci. Au passage, si vous pouvez ranger vos chaises et vous n'attendez pas un merci tout à l'heure. C'est pas la peine, hein, parce qu'elle a dit que... Yann. Merci. J'ai écrit un chapitre de livre qui s'appelle « C'est pas parce que c'est complexe que c'est compliqué ». J'ai écrit ce chapitre de livre pour arriver à comprendre que lorsqu'on est dans des difficultés d'interaction, des difficultés de position entre collègues, entre institutions, il y a une clé magique. La clé consiste à identifier les enjeux de l'acteur. Parce que personne n'agit de façon stupide, il a toujours un rationnel. Et les enjeux de l'acteur, c'est pas ses intérêts, vous dites souvent ça, intérêt en France. C'est vraiment en jeu ce qu'il met en jeu, ce qu'il met dans le jeu de l'interaction. Et ça correspond à ce qu'il veut éviter, ce qu'il veut obtenir de vous.
ou de la situation. Et si vous utilisez cette clé de ce qu'il veut obtenir, systématiquement, vous allez voir que d'un seul coup, les choses deviennent beaucoup plus claires en termes d'interaction. D'abord, on va commencer par ne plus dire que l'autre ne devrait pas penser ce qu'il pense, parce qu'il le pense. Donc on a bien beau même s'agiter en disant « Comment est-ce qu'il peut penser ça ?» Ben, comme ça. Et donc on va évacuer tous les problèmes qui consistent à considérer que l'autre a tort. L'autre, le groupe, l'institution, l'organisation, etc. Et en plus, on va pouvoir découvrir que, étant donné ces enjeux, son attitude est logique. Elle est cohérente. S'il veut qu'on fasse à sa place, il demande. S'il veut qu'on fasse faire tout seul, il le dit, il affirme. Donc il est très cohérent avec ces enjeux. Et ça va vous aider beaucoup à percevoir la clarté de la situation, même dans la complexité. La particularité de la complexité, c'est que quand on intervient sur un point dans la complexité, c'est autre chose qui bouge, parce que tout est relié. C'est pas comme une relation causale unilatérale où il y a une cause, un effet. Dans la complexité, chaque point d'observation est une cause et un effet en même temps. Donc selon la configuration, il se transforme en cause ou en effet. C'est un peu comme un kaléidoscope. Vous savez ce que c'est? C'est cette espèce de jumelle avec des petits morceaux de couleur. Quand vous tournez la roue, ça prend une autre forme, instantanément. C'est un peu ça la complexité, c'est-à-dire que quand vous allez intervenir auprès d'une personne, le simple fait que vous intervenez en tenant compte de ces enjeux va faire une transformation de la relation. C'est comme si vous changiez le pas de danse. Et la personne va se retrouver à danser différemment. Et beaucoup des situations de blocage de relations, que ce soit dans vos domaines professionnels, dans vos domaines de vie personnelle, se clarifient et se facilitent beaucoup en prenant en considération les enjeux. Ça, c'est ma première observation. J'ai beaucoup entendu de problèmes de type relationnel, interactif. Comment interagir avec la municipalité, comment interagir avec les consommateurs, les habitants consommateurs, comment interagir avec les directions de l'État. Souvent, on me dit comment faire en sorte que... Comment est-ce qu'on peut développer le pouvoir d'agir tant qu'on n'a pas de temps, par exemple. Et là, ça signifie qu'on considère que le temps est nécessaire. Et le temps est utile, et il est important, mais il n'est pas une condition. On peut agir sans mettre de condition. Ben, c'est pareil pour les interactions. Comment est-ce que je peux agir avec une personne comme lui, avec un collègue comme ça, avec une institution comme ça? Ben, qu'est-ce que je peux tenter? C'est toujours ça qu'on va poser comme question. Et ce que je peux tenter, ça va dépendre des enjeux que je poursuis, des enjeux qu'il poursuit et de la zone où on peut s'entendre. L'autre élément que je voulais avancer, c'est beaucoup de ce que vous avez dit suppose que vous avez une conviction sur ce que devrait être l'autre. Ce qu'il devrait être en tant qu'habitant, ce qu'il devrait être en tant que conseiller municipal, ce qu'il devrait être en tant que conseiller CAF. Bref, vous avez une vision, souvent dans vos propos, qui incrimine l'autre comme étant pas ce qu'il devrait être, comme vous avez une déception. Et votre demande, c'est comment faire en sorte que l'autre soit conforme à ma vision. Mais là, vous allez très chercher longtemps. Parce que j'ai une annonce à vous faire, l'autre est un autre. Donc il est différent. Et il sera toujours différent. Et cette différence n'est pas un problème. On peut même la célébrer, la différence. C'est une chance. Mais il faut pouvoir composer avec. Et si vous constatez que vous avez, à plusieurs reprises, tendance à reprocher à l'autre d'être ce qu'il est, ben vous vous mettez dans l'impuissance parce que vous décidez que tant que l'autre ne sera pas différent, vous ne pourrez pas bouger. Et comme l'autre va rester comme il est, vous mettez dans la possibilité de bouger. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire moi, comme mouvement, comme pas de côté, pour que la relation change. Là, vous avez un pouvoir d'agir sur votre façon de percevoir la situation. Voilà, c'était les deux éléments que je voulais apporter. Bravo. Est-ce que quelques-uns d'entre vous souhaiteraient partager leur part proximale ou est-ce qu'on fait au hasard? On fait au hasard. On demande au hasard. Allez, je commence. Marie. Je sais pas pourquoi, j'ai Marie là en ligne de tir. Marie, ce serait quoi ton pas proximal que Maxime il va te passer le micro?
j'ai dû vous dire, je crois, ce matin qu'on était en période de renouvellement de projet social. Pas proximal, c'est mardi matin en réunion d'équipe de pouvoir échanger, enfin travailler avec les collègues sur comment ce projet social maintenant on le communique, on le partage avec les habitants, et comment on crée un support qui puisse perdurer sur les 4 années du projet social, et puis surtout qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux, voilà, en fait, de la différence d'un centre socio-culturel par rapport à une autre association, par exemple, pourquoi on fait du loisir de telle ou telle manière, les différentes maisons qui peuvent représenter le centre socio-culturel. Voilà. D'accord. Si tu as des doutes sur la consommation, tu vas voir Lionel. Il est là, Lionel? Il est plus là. Si, il est là. On parlait de consommation, Lionel. Mais Lionel, et toi, ton pas proximal, ce serait quoi? Alors, nous, ça évoque également notre projet social, puisqu'on vient de le déposer, et qui passe en commission d'action sociale là, au mois de novembre au niveau de la CAF. Et nous, ce qu'on s'est dit, ce qui serait bien, c'est qu'on prenne notre petit bâton et qu'on aille voir tous nos conseils municipaux, nos partenaires, pour expliquer effectivement notre projet, le présenter. Donc on travaille sur la présentation de notre projet, et puis de faire le lien sur ce projet avec la manière dont on fonctionne, notre manière de travailler, et de dire, voilà ce qu'on... vous avez un centre social, le centre social c'est ça, et d'insister sur ce côté, effectivement, quel impact on peut travailler, et les 3 maisons, effectivement, enfin voilà. Okay. Merci Lionel. Je viens interroger une institution quand même dans la salle. Non? Il n'y a personne de la cave de la Vienne. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Par contre, il y a d'autres personnes d'autres caves. Voilà, les collaborations partenariales, je plaisante. Anne. Alors effectivement, je suis toute seule, mais alors très honnêtement, je suis très contente d'avoir partagé cette journée avec vous. Ça me renvoie aussi, nous, à nos modes de fonctionnement en interne. Et moi, mon petit pas proximal, puisque nous, on était plus dans ces termes-là quand on a travaillé autour du pouvoir d'agir, ce que je partageais à mon voisin, c'était de me dire, en fait, je vais prendre la référence de l'animation de la vie sociale à la CAF de Loire-Atlantique. Et ce que j'aimerais surtout, c'est avant tout aller à la rencontre de chacune de vos structures, et pour pouvoir mieux faire remonter vos enjeux, en fait, vous interpeller directement sur vos enjeux. Je vous dis, c'est ma conseillère technique à moi en Loire-Atlantique, hein, et on la garde. Pas proximal. Merci beaucoup, Anna. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite nous partager un de ces multiples, ou un seul et un grand pas proximal? Agnès Ménéloire. Le petit pas proximal, en 2 mots, c'est d'abord ne rien lâcher, rester toujours la colonne vertébrale debout. Et puis, je disais à mon voisin, parce qu'on a des centres d'intérêt commun, j'ai eu un petit pas proximal qui m'a venu au téléphone cet après-midi, pendant qu'on était là, qui fait comme quoi il ne faut rien lâcher. Je travaillais aussi en parallèle du centre social à l'accompagnement des migrants, et une migrante sur notre territoire, 10 ans de présence, 3 OQTF, là elle vient de m'envoyer un coup de téléphone, elle a eu son carte de séjour aujourd'hui. Bravo, super. Une autre expression? Ah, apparemment, il y a quelqu'un qui balance sa voisine là-bas. Ça y est, ça c'est fait, et ben voilà. C'est beau, on a un beau réseau quand même. Hein. Je vais parler pour Théo, mais du coup ça s'étend aussi pour moi, donc ça fonctionne. C'est d'intégrer les jeunes dans nos commissions jeunesse. Voilà, c'est très simple et pourtant c'est pas fait. C'est très simple, mais... Ok. Eh bien, si on a fait le tour d'horizon, si personne n'est frustré d'une expression qu'il aurait souhaité avoir aujourd'hui et qu'il n'aura plus jamais de la vie, je vous propose qu'on clôture cette journée en remerciant. Alors, pas vous pour les chaises, hein, vous, ça c'est normal. C'est ce que j'ai retenu de la journée. En remerciant, parce que vous nous avez accompagnés, Yann, en remerciant Adeline, parce que vous nous avez accompagnés dans nos réflexions,
Peut-être qu'on vous a aussi accompagné dans les vôtres, mais en tout cas, un grand merci à vous pour cet accompagnement. Et merci aussi à tout le monde, parce que forcément, des journées comme celle-ci, elles sont aussi le fruit d'échanges, d'interactions. Encore une fois, il n'y a pas un savoir descendant, mais il y a un croisement d'ingéniosité, un croisement de réflexion qui fait qu'on en repart tous un petit peu plus riches. Donc un grand merci à vous, et une très belle soirée, et un très beau week-end de 3 jours qui est bouffé sur une journée. Merci à vous.